Quelles attentes sociétales nouvelles au stade élevage et quels outils pour apporter des garanties? Je vais donc répondre à cette question dans cette présentation qui a été co-construite avec 3 autres collègues de l'IFIP, Anne et Monique, Valérie Courboulet et Christine Roguet. Concernant les nouvelles attentes sociétales, on peut mesurer celles-ci au travers d'enquêtes qui sont réalisées. Donc voici une enquête qui a été réalisée en 2016 et qui cherchait à sonder les préoccupations des Français concernant la viande. Et l'intérêt, c'est que cette même enquête avait déjà été réalisée en 2009. Donc en comparant les 2 années, on peut mesurer l'évolution des inquiétudes et préoccupations. Donc en 2016, les 2 sujets qui ressortent sont le bien-être animal et l'hygiène et la fraîcheur des produits, alors qu'en 2009, c'était l'alimentation animale et les origines des produits principalement. Il est ressorti également de l'enquête de 2016 que 83% des Français se déclaraient inquiets face à la consommation de viande. Une autre enquête a été réalisée en 2014 auprès d'étudiants de lycée au niveau terminal, et donc il leur a été demandé quelles étaient leurs préoccupations vis-à-vis de l'élevage. Donc ce qu'il ressortait en priorité, c'était la thématique du bien-être animal devant les impacts environnementaux. Dans une autre enquête réalisée dans le projet Accept auprès de citoyens en 2016, il leur était demandé quelles étaient les actions à mener en priorité pour l'élevage, et donc il ressortait d'offrir à tous les animaux élevés en France un accès plein air, et en deuxième position de renforcer les réglementations en matière de bien-être. Donc on voit bien au travers de toutes ces enquêtes que le bien-être animal a pris vraiment une place prépondérante dans les attentes des Français. On peut aussi regrouper donc les sujets d'attente ou de désaccord en 4 rubriques. Donc on retrouve les conditions animales représentées ici en violet, avec la définition du bien-être, les conditions de vie des animaux, la prise en charge de la douleur et l'éthique animale. L'environnement ne disparaît pas et donc est à nouveau représenté sur la gauche en vert, avec des questions relatives aux émissions de gaz à effet de serre, de pollution d'eau, d'alimentation des animaux en mobilisant du soja importé ou des organismes génétiquement modifiés, également l'utilisation de ressources, eau, terre et des questions de nuisance. En 3e catégorie, il s'agit d'aspects sanitaires, avec derrière des questions relatives aux antibiotiques, également à des épizooties et des zoonoses. Et enfin, la dernière rubrique qualifiée de socio-économique, elle va se référer au modèle de développement. Et donc, ce qui va être principalement reproché, ce sont des systèmes qualifiés d'intensifs et jugés trop concentrés au niveau géographique. Donc, à travers ces enquêtes et toujours dans le projet Accept, 6 profils de consommateurs ont été représentés. Donc, une minorité d'entre eux, 2%, ont été qualifiés d'abolitionnistes. Ils sont donc contre l'élevage et la consommation de viande. 3% étaient sans avis. 10% ont été non classés, faute de connaissances et d'intérêt vis-à-vis du sujet. 10% ont été qualifiés de compétiteurs, donc c'était des personnes satisfaites de l'élevage actuel. 24% ont été qualifiés d'alternatifs et étaient, eux, pour des systèmes diversifiés à l'avenir. Et 51% ont été qualifiés de progressistes. Donc il s'agissait de personnes qui n'avaient pas de connaissances précises de l'élevage, mais qui étaient en questionnement et préoccupation sur la façon dont les produits étaient générés. Et donc ces personnes-là attendent des réponses et en fonction des réponses qui vont leur être fournies, vont potentiellement changer leur mode de consommation. À noter que c'est une part importante de la population puisque c'est quand même 51%. Par rapport à une question plus de court terme sur qu'envisagez-vous de changer en termes de consommation de viande, 66% ne pensaient ni réduire ni cesser leur consommation de viande et étaient principalement des hommes. 18% déclaraient envisager diminuer leur consommation de viande à court terme et 14% déclaraient envisager cesser leur consommation de viande. Et c'était principalement à 26% des personnes de moins de 25 ans.
Et enfin, 2% d'entre eux étaient des végétariens, végétaliens ou véganes et avaient donc déjà préalablement réduit leur consommation de viande. Donc dans ce contexte, nous relevons nous avons besoin d'outils pour apporter des garanties aux consommateurs. Donc on retrouve ici nos consommateurs sur la droite qui, comme vous l'aurez compris, sont en questionnement concernant les produits animaux et notamment les produits porcins. Ces consommateurs sont en attente de preuves de bonne performance environnementale et en fonction des réponses qu'ils vont obtenir, vont faire évoluer leur mode de consommation. De l'autre côté, nous avons les éleveurs désireux de produire durablement avec une bonne acceptabilité sociale. Et entre les deux, se formalisent des cahiers des charges qui sont là pour apporter des repères et qui tracent des modes de production et des pratiques. Donc, tout ça est lié puisque finalement les consommateurs ont des attentes. Les cahiers des charges cherchent notamment à répondre aux attentes des consommateurs dans leur précision. Ces cahiers des charges orientent les élevages et la durabilité des élevages est relayée par la presse et les différents reportages et formalise l'opinion des consommateurs qui attendent de nouvelles choses des élevages qui sont relayées. Vous voyez que tout ça fonctionne finalement dans un cycle. Pour autant, ça ne fonctionne pas parfaitement, au sens où entre les cahiers des charges et les consommateurs, c'est pas si simple parce que la demande des consommateurs peut être diffuse, parfois contradictoire et pas forcément corrélée à un consentement à payer. Donc il y a une première difficulté. Deuxième difficulté, dans les spécifications qui sont apportées dans les cahiers des charges, ça peut correspondre à des évolutions d'élevage structurelles qui vont pouvoir se faire une fois, mais qui vont pas pouvoir être reconduites tous les ans et qui sont là pour plusieurs années, d'où l'importance vraiment de savoir comment bouger les curseurs. Et puis, concernant l'évaluation de la durabilité des élevages, c'est un sujet assez complexe qui a plusieurs aspects et donc c'est pas si simple que ça pour la presse de relayer l'état réel du bilan environnemental des élevages. Donc dans ces difficultés de fonctionnement, finalement la métrologie des performances des élevages avec des méthodes scientifiquement argumentées et transparentes contribue à améliorer les choses, au sens où elle va amener de la cohérence entre la durabilité des élevages et l'info relayée par la presse, puisqu'elle va permettre de quantifier des indicateurs qui peuvent être ensuite repris au niveau des médias. Du coup, l'information environnementale des élevages étant correctement relayée dans la presse, les consommateurs vont se faire une opinion qui sera bien en phase avec la réalité du bilan environnemental des élevages et donc amener des demandes dans les cahiers des charges qui seront bien en lien avec la situation telle qu'elle est. Et puis tout ça va aussi amener donc de la cohérence entre la durabilité des élevages et les cahiers des charges. Donc on voit qu'il y a vraiment une plus-value à cette métrologie des performances des élevages. Donc je vais vous présenter 3 outils IFIP qui ont été développés pour renseigner cette performance sociétale des élevages. Donc le premier, il s'appelle BIP et il traite du bien-être en élevage de porcs. Le deuxième s'appelle GVET et lui, il s'intéresse à la réduction des antibiotiques. Et enfin, le dernier s'appelle JIP et lui, il s'intéresse à la protection de l'environnement en lien avec les élevages de porcs. Donc les éleveurs, finalement, ça leur rajoute 3 thématiques de suivi. Ils ont l'habitude de suivre la rentabilité économique de leur élevage, le niveau de productivité, ainsi que le statut sanitaire de leur élevage. Et avec ces outils-là, ils peuvent rajouter 3 thématiques, celle du bien-être des animaux, de la consommation d'antibiotiques et des performances environnementales. Et ils peuvent le faire puisque ces 3 outils, comme les thématiques précédentes, sont renseignés au travers de suivi d'indicateurs. Donc, première carte d'identité de BIP, il s'agit d'un outil de la démarche Le Porc Français qui a été conçu avec des éleveurs et des scientifiques. Il a été testé par les éleveurs dans tout type d'élevage, que ce soit de la production conventionnelle ou sous label.
Il renseigne 16 indicateurs qui sont là pour illustrer 4 dimensions du bien-être. Ces indicateurs sont principalement renseignés par observation directe des animaux et donc garantissent une réelle évaluation de leur bien-être. Le bilan est effectué du sevrage jusqu'au départ de l'élevage et donc il y a une évaluation individuelle des performances bien-être qui est mesurée et qui permet de se comparer à des références nationales. Les aspects bien-être qui sont enquêtés dans l'outil sont donc de 4 ordres. Donc le premier concerne la qualité du logement et donc là il va y avoir des indicateurs qui vont concerner l'occupation de la case ou la présence d'humidité sur les parois. Concernant la santé, vont être relevés des épisodes de diarrhée, la présence d'animaux en mauvais état général, également la présence de toux ou d'éternuement. La troisième rubrique concerne l'alimentation et l'abreuvement, où vont pouvoir être mesurés par exemple des retards de croissance. Et la dernière concerne le comportement et vont pouvoir être observés par exemple des manipulations de l'enrichissement. Donc cet outil-là va répondre à 3 enjeux. Le premier va être de replacer l'éleveur comme acteur central en augmentant sa sensibilité à la question du bien-être et en lui permettant de s'auto-évaluer avec cet outil qui est somme toute simple, rapide et facile à utiliser. Une fois que plusieurs éleveurs vont avoir utilisé cet outil, il permettra donc de caractériser la situation des élevages par rapport à la question du bien-être, en prenant en compte toutes les dimensions du bien-être et donc en s'intéressant à des indicateurs principalement relevés sur l'animal. Et enfin, il constitue en dernière étape un outil de progrès puisque les éleveurs peuvent se comparer à d'autres élevages dans le temps et donc identifier les points qu'ils ont envie d'améliorer sur leur élevage. Deuxième outil, donc l'outil GVET, qui vise, lui, une numérisation du registre des traitements en élevage pour une traçabilité et une mesure des usages de médicaments effectivement mis en œuvre. Donc il applique des méthodes de calcul et d'indicateurs d'usage d'antibiotiques qui ont été co-construits et validés avec l'ANSES. Donc ce peut être des durées d'exposition aux antibiotiques, un nombre de traitements par animal également, le calcul de l'aléa. Les indicateurs sont renseignés pour chaque catégorie d'animaux, à savoir les truies, les porcelets sous la mer, les porcs sevrés et les porcs charcutiers. Et donc ils aident à piloter la santé en élevage, ils permettent de participer au suivi national des antibiotiques et d'échanger avec les vétérinaires. Donc, adossé à cet outil, il peut y avoir un accompagnement de l'IFIP sur les usages d'antibiotiques en élevage ou plus largement sur la santé des porcs ou la biosécurité. Donc voici des exemples de résultats individuels. Donc sur la droite, dans l'histogramme, vous avez de représenter un nombre de traitements par porc produit en fonction de motifs de traitement et l'évolution d'une année de renseignement à une autre. Donc là, par exemple, pour un motif de problème digestif, on voit que dans l'élevage donné, il y a eu une diminution du nombre de traitements de 22% entre les 2 périodes de renseignement. L'outil permet également de visualiser la proportion des formes d'antibiotiques administrées, avec par exemple une répartition entre des poudres, solutions orales, des prémélanges ou des injectables, et également une répartition entre les types d'antibiotiques utilisés, entre la pénicilline, la colistine et les tétracyclines par exemple. Donc l'éleveur obtient à l'issue de l'outil ses résultats individuels qui sont ici représentés en colonne avec les différents indicateurs en ligne et il peut se comparer à une référence nationale et donc se positionner par rapport à d'autres éleveurs. GVET ambitionne de répondre à 3 enjeux. Le premier va être la modernisation du registre des traitements vétérinaires en élevage. Le deuxième va être d'accompagner des démarches de cahier des charges qui font la promotion d'élevage avec de moindres consommations d'antibiotiques. Donc là, l'outil arrive en support pour quantifier tout ça. Et puis, l'outil permet également de répondre aux attentes du plan éco-antibio qui vise la réduction de consommation d'antibiotiques en élevage.
Dernier outil, donc JIP, qui est le plus ancien puisqu'il est disponible pour les éleveurs depuis fin 2014. Donc lui, il propose 9 indicateurs de performance environnementale qui sont tous quantitatifs. Donc on va avoir des litres d'eau, des kilowattheures, des quantités d'ammoniac émises. L'outil contient également 60 fiches de bonnes pratiques pour améliorer le bilan environnemental sur chacun des aspects. Et le réseau de JIP permet de se comparer pour progresser. Il y a eu 650 diagnostics qui ont été réalisés depuis donc tout début 2015. 500 élevages sont aujourd'hui inscrits dans le réseau et 68 conseillers ont été formés pour les accompagner et ils appartiennent à 35 structures de la filière. Donc cet outil est une interface web à laquelle peuvent accéder les éleveurs impliqués et leurs conseillers. Il aborde comme aspects environnementaux d'une part les consommations de ressources naturelles avec l'eau et l'énergie, les émissions gazeuses avec l'ammoniac et les gaz à effet de serre, la production et l'épandage d'effluents avec le suivi des éléments azote et phosphore et la production de déchets. Donc vous revoyez ici indiquer les 9 indicateurs qui sont donc, comme je vous le disais tout à l'heure, tous quantitatifs. Il y a presque à chaque fois un indicateur par aspect, sauf pour la partie azote et déchets où on retrouve 2 indicateurs. Ils sont quasiment tous exprimés en quantité d'éléments par kilo de croix, ce qui permet une comparaison entre élevages, sauf pour les gaz à effet de serre, où là c'est exprimé à l'échelle du cycle de vie, et donc c'est exprimé par kilo de porc produit. Vous avez ici de présenter le réseau des personnes impliquées dans le JIP. Donc on retrouve des groupements porcins, des interprofessions porcines régionales, des chambres d'agriculture, également des organismes d'enseignement, des distributeurs qui ont ajouté l'outil à des cahiers des charges. Voilà, donc principalement les organismes impliqués. En termes de fonctionnalité, donc si on veut résumer, cet outil permet déjà de calculer des flux annuels. Donc l'exemple donné à droite, ce sont des flux d'azote. Il va être ensuite capable de calculer des indicateurs individuels. Donc toujours sur la question azote, ici on va avoir des grammes d'azote par kilo de croix, qui va donc permettre de se comparer à une référence qui est connue par ailleurs, et également aux élevages qui ont la même orientation et qui font partie du réseau. Et là, l'éleveur se situe plutôt dans la couleur verte, donc plutôt vers les meilleurs résultats qu'on rencontre dans le réseau. Ensuite, il va pouvoir, sur toujours l'aspect qui le concerne, donc par exemple l'azote, consulter les fiches de bonnes pratiques qui sont disponibles dans l'outil. Donc par exemple ici, l'alimentation multiphase qui permet de réduire l'azote excrété. Et dans chacune des fiches, il va trouver des informations sur l'efficacité, le coût et les conditions de mise en œuvre en élevage. Et enfin, il peut également élaborer un plan d'amélioration. Donc en vert, c'est la situation initiale de l'élevage et dans le radar avec la partie rouge, vous voyez le nouveau plan d'amélioration qui se prépare pour cet élevage-là et donc les réductions qu'il obtient. Plus le trait rouge est vers le centre, plus il y a une réduction des différents aspects qui sont renseignés par JIP. JIP permet aussi depuis peu de suivre au quotidien les consommations d'eau et d'énergie en relevant tous les indicateurs en relevant les informations des compteurs en élevage. Et puis il permet également d'éditer des formulaires réglementaires, donc par exemple le bilan réel simplifié, le BRS et la déclaration de flux des émissions d'ammoniac. Donc à partir de l'outil, on génère automatiquement ces sorties réglementaires avec leur format ad hoc requis. Donc en conclusion, nous avons donc des outils qui ont été co-construits avec l'ensemble des partenaires et testés en élevage. Ces outils réalisés par l'IFIP, qui est un organisme indépendant et reconnu par les pouvoirs publics, et la filière apportent donc une garantie en termes des résultats qu'ils affichent. Les méthodes de calcul sont par ailleurs transparentes. Il existe des références pour se comparer et également des bonnes pratiques pour s'améliorer. Ces outils sont utiles par ailleurs à tous les maillons de la filière, donc
aux éleveurs, comme préalablement mentionné, puisqu'ils permettent à ces derniers de comparer leurs résultats individuels à d'autres élevages, par ce fait d'identifier des marges de progrès pour faire mieux, et également de répondre aux attentes de la société avec des données qui sont objectives. Les outils servent aussi les structures d'appui technique aux éleveurs, puisqu'ils leur permettent de concevoir et de contrôler des cahiers des charges plus facilement, d'améliorer une connaissance de leurs élevages, de calculer des performances collectives, d'optimiser un appui technique aux éleveurs grâce à tous ces chiffres qui attestent de niveau de performance de ces derniers, et puis également d'animer des groupes d'éleveurs pour générer et entretenir le progrès, puisque tous ces outils permettent d'échanger techniquement de façon pointue. Enfin, ces outils sont également utiles aux maillons abattage, découpe, transformation, distribution. Il leur fournit des indicateurs qui sont reconnus et normalisés. Ils leur permettent de choisir des indicateurs pertinents dans les cahiers des charges. Ils leur permettent également de personnaliser une communication à partir de ces indicateurs pour une filière donnée et bien sûr d'attester d'un niveau de performance et de progrès réalisé par leurs fournisseurs. Donc vous avez 3 vidéos de présentation de ces outils dans lesquelles vous pourrez trouver des informations complémentaires et qui sont accessibles sur YouTube aux adresses indiquées. Je vous remercie de votre attention et vous avez également sur ce visuel les contacts des différents collègues concernant les différents outils et aspects abordés dans cette présentation. Merci beaucoup.